tous. Aujourd'hui, je vais réenregistrer une présentation que j'avais faite le 5 novembre 2024 dernier aux Journées du GDR robotique et qui avait pour thématique transition écologique et enseignement. Il s'agit d'une version un peu plus courte, un peu plus condensée, qui est plus adaptée au format YouTube. La thématique centrale de cette présentation va être l'enseignement de la transition écologique, pour laquelle on a déjà une petite expérience à Strasbourg, sachant que ça fait depuis 2009 qu'on a créé un cours d'ingénierie durable, et donc on a un certain recul sur ce type d'enseignement qui est un peu particulier. Et pour commencer, je vais peut-être définir ce qu'est la transition écologique, qui est le passage vers un modèle de société durable et respectueux de l'environnement. Voilà la définition, je pense, la plus simple de cette notion. Alors, l'enseignement de la transition écologique a démarré en 2009 à Télécom Physique Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs généralistes située à Illkirch-Grafenstaden, une banlieue de Strasbourg, et dans laquelle j'enseigne. Et avec mon collègue Édouard Laroche, on a créé en 2009 ce cours, un peu particulier. À l'époque, c'était un ovni, il fallait un peu se battre, alors que c'est totalement le contraire actuellement. En 2009, c'était pas du tout évident de se lancer dans un enseignement lié au développement durable. Et à l'époque, c'était plutôt la transition énergétique qui était la priorité. Maintenant, ça s'est généralisé, la transition écologique. Et effectivement, le focus de ce cours a été dès le début et reste encore actuellement la transition énergétique, avec 12h25 sur des notions de modélisation multiphysique faites par mon collègue, 75 heures de cours sur l'identification, la simulation multiphysique, l'optimisation, et beaucoup de temps réservé à des études de cas liées à la transition énergétique, l'éolien, le photovoltaïque, le stockage d'énergie, les véhicules électriques, etc. Et l'originalité de ce cours, c'est que son évaluation porte sur un projet encadré de 16 heures présentiel, avec 16 heures également de travail personnel pour les étudiants qui travaillent en binôme. Et la note, finalement, évalue en fait la qualité de ce travail personnel des étudiants. Alors, si on s'intéresse aux effectifs au fil des années, donc depuis 2009, on voit qu'il y a une belle progression entre 2009 et 2014. Et à partir de 2014, les effectifs s'effritent. Lentement mais sûrement, avec peut-être un nouveau sursaut en 2021 juste après le Covid, et aussi qui correspond peut-être à des modifications du cours qu'on avait faites pour répondre à un certain nombre de retours des étudiants qu'on avait via les évaluations. Mais bon, c'était temporaire, et on constate que cet effectif stagne actuellement autour de 10. D'ailleurs, la nouvelle promotion, là, ils sont une douzaine, hein, donc voilà, ça confirme. Ça interroge, ça concerne à peu près 270 étudiants quand même, c'est pas des statistiques sur un petit nombre. Ces thématiques sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus critiques pour l'ingénieur aussi. Les étudiants sont même demandeurs de ces cours-là. Et pour un cours qui est optionnel, qui est proposé, donc pas du tout imposé, hein, cet indicateur-là d'effectif est quand même assez symptomatique, à mon avis, d'un problème que je propose d'étudier dans cette présentation. Parce que les évaluations ne sont pas du tout mauvaises, hein. C'est ça qui est paradoxal, hein. Les effectifs baissent, mais les évaluations sont plutôt dithyrambiques. Les étudiants apprécient la liberté de choix dans le sujet d'étude, les séquences de culture générale qui sont disséminées tout le long du cours, les études de cas, le côté concret de la matière, l'évaluation par présentation orale,
Bon, il rechigne un peu sur le côté un peu trop théorique de la modélisation multiphysique et également de l'identification. On a modifié ça justement en 2019, en rendant cette partie un peu plus digeste, mais sans faire trop de concessions quand même sur les bases fondamentales méthodologiques. Et malgré ça, malgré ces bons retours, c'est parmi tous les cours de Télécom Physique Strasbourg, c'est sans doute un des cours qui est le mieux évalué. On a des effectifs en berne. Pourquoi ? Alors on peut faire un petit retour d'expérience aussi de notre point de vue. Alors ça, le slide précédent, c'était le point de vue des étudiants, c'était un peu une compilation de toutes les évaluations au fil des années. Tous les ans, on fait des évaluations, il y a des questionnaires qui sont envoyés aux étudiants et on compile les résultats. Et puis voilà, on n'a pas trop de pistes d'amélioration là pour corriger cette désaffection de cette matière. Et de notre point de vue, avec notre ressenti, avec notre expérience maintenant d'une quinzaine d'années avec mon collègue, on a constaté un certain nombre de choses au travers de ce cours qui est original, qui aborde quand même des sujets assez transversaux, et y compris d'actualité. Et donc on s'est aperçu finalement que les étudiants sont assez peu au courant de l'actualité, en lien avec la transition écologique et énergétique. Ils ont une culture générale, en moyenne, évidemment il y a des exceptions, mais en moyenne, bon, c'est lié à l'âge aussi, la culture générale, on l'acquiert au fil des années, mais voilà, de notre point de vue, elle est quand même assez faible, c'est pas vraiment leur centre d'intérêt. Ils sont au courant des enjeux écologiques, pour certains, ils sont très sensibles, ils sont motivés par la matière, ils ont bien conscience que ces enjeux-là vont influencer leur carrière, donc c'est essentiellement pour ça qu'ils ont choisi cette matière. Ils sont très intéressés par les séquences historiques de perspectives d'évolution des sciences, d'évolution des technologies, et l'ouverture du cours à d'autres domaines, même au domaine économique. Ils sont passionnés par la problématique de l'énergie nucléaire. Forcément, dans une école de physique, le nucléaire, ça parle. Et c'est un sujet assez clivant, avec des avis très tranchés sur la question. Ils veulent contribuer, ils voulaient, je dirais, là je parlerai plutôt au passé, ils voulaient contribuer en prenant ce cours. C'était un moyen de rajouter une corde à leur arc pour plus tard, pour pouvoir contribuer à sauver la planète. Ça paraît un peu idéaliste comme point de vue, mais si les jeunes ne sont plus idéalistes, alors où est-ce qu'on va ? C'est plutôt bon signe. Et cet idéalisme, en fait, tend à s'éroder, à s'effriter, et depuis 5 ans, on assiste à des retours qui sont assez perturbants pour nous, les enseignants, et qui passent de l'idéalisme au fatalisme, avec des réponses lors des débats qu'on a périodiquement dans ce cours, des remarques, des commentaires du style « de toute façon, on va droit dans le mur, à quoi bon ?» Alors ça, en tant que prof, ça interroge, ça interpelle, ça déstabilise même, et d'où cette présentation, cette présentation sous la forme d'une réflexion. Alors je vous préviens, il y aura des pistes d'explication de cette réaction, de cette tendance au fatalisme, qui est peut-être corrélée justement au déclin des effectifs de cette matière, qui est quand même très axée sur les solutions techniques, et on va essayer d'analyser ça. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 15 ans pour que les étudiants passent de l'idéalisme au fatalisme? Et pour ça, il faut un peu s'intéresser au contexte qui sort de nos amphis, enfin qui rentre aussi finalement, mais par la grande porte. C'est tout le discours ambiant français, essentiellement français là, mais on peut le généraliser à l'international sans problème, mais en France on a quand même un certain nombre de voix qui portent, qui sont très pertinentes. Attention, ici je veux pas du tout, c'est pas une critique de ces voix, c'est juste un constat, et essayer de voir de comprendre comment ces discours-là qui sont assez
assez fort, assez impactant, hein, pour les étudiants ingénieurs, peuvent influencer les jeunes. C'est pas du tout ici, je ne veux pas faire le tribunal de ces personnalités, je veux juste présenter à ceux qui ne les connaissent pas les principaux mots-clés, points de leur discours, les principaux argumentaires, et ensuite étudier l'impact concret, factuel, que ça a sur les étudiants, et peut-être présenter une analyse personnelle, mais qui n'engage que moi et mon collègue finalement, sur ces discours et peut-être des pistes d'amélioration. Alors j'ai pris les plus connus, je pense, hein. Lorsque j'ai fait ma présentation aux journées du GDR robotique, j'ai fait un petit sondage qui les connaissait dans l'amphi, hein, donc l'amphi constitué de chercheurs en robotique, enseignants-chercheurs aussi. La plupart connaissaient ces 4 personnalités. Alors on va commencer par Jean-Marc Jancovici, qui... Alors là, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais faire, hein. On ne peut pas résumer, disons, le discours d'une personne en un slide, mais malgré tout, c'est ce que je vais essayer de faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, et si vous voulez en savoir plus, je mettrai plein de pointeurs vers les vidéos YouTube de ces personnalités que j'ai visionnées en entier, pour faire cette synthèse, évidemment, et pour vous faire une idée un peu plus précise, vous pourrez les visionner. Je vous conseille d'ailleurs de les visionner. Jean-Marc Jancovici peut être qualifié comme un défenseur du nucléaire. C'est le cœur de son discours. Il est ingénieur polytechnicien, il cofonde en 2007 le cabinet Carbon 4 et le think tank The Shift Project, qui sont axés sur la transition bas carbone. Transition bas carbone, pour lui, la solution technique pour faire une transition énergétique bas carbone, c'est le nucléaire, qui est une énergie décarboné. Il enseigne, il donne des conférences sur les enjeux climatiques et il est auteur de nombreux essais, dont une BD qui est sortie en 2021, qui s'intitule Le Monde sans fin, qui a été réalisé avec Christophe Blain. Il prône la décroissance, et de ce point de vue-là, il est assez atypique et peut-être apolitique même, parce que d'un côté, il a une posture un peu technosolutionniste en prônant le nucléaire pour résoudre un des problèmes environnementaux actuels, qui est la divergence du climat, le fait que le taux de CO2 augmente dans l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment, il est axé sur ce problème-là, avec une solution qui est technique et qui est le nucléaire, et il en a fait sa spécialité. Donc là, il est plutôt droite compatible, on va dire. C'est plutôt un discours marqué à droite, mais d'un autre côté, il prône la décroissance, et ça, c'est plutôt de gauche, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, dans le paysage politique, n'est ni marqué à droite, ni marqué à gauche. Il a un discours d'ingénieur pragmatique, qu'on pourrait qualifier peut-être de technosolutionniste, qui est un gros mot assez récent, qu'on va développer dans la suite de cette présentation, et il se focalise sur un seul problème, qui est le problème climatique. Quelques extraits de ces punchlines, hein, parce qu'il est assez dans... Il n'est pas trop dans la nuance, hein, Jean-Marc, et ça le dessert, je pense que ça dessert son discours, parce que, bon, évidemment, c'est assez facile de s'emparer de ces discours à l'emporte-pièce pour peut-être les décrédibiliser. Et par exemple, il a dit, texto, un accident de centrale est une excellente nouvelle, car ça crée instantanément une réserve naturelle parfaite. Bon, vous voyez le genre, c'est pas très consensuel. Moi, j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres, on les fout dedans et on les oublie. Là aussi, bon, on pourrait peut-être un peu nuancer. Troisième extrait de ce qu'il a dit, hein. Donc ça c'est des extraits directement de vidéos YouTube, d'interviews de lui. Il est quand même très, très présent dans les médias, hein. Et vous pouvez vérifier, j'ai mis les liens, j'ai mis tous les liens de ces extraits à la fin de cette vidéo, vous pourrez les voir vous-même. On a une corrélation quasi linéaire entre le PIB et l'énergie consommée.
parce que c'est les machines qui bossent. Donc ça, c'est son côté décroissant. Si on veut faire croître le PIB, il faut dépenser de l'énergie, et de l'énergie, la dépense d'énergie, si elle n'est pas nucléaire, d'origine nucléaire, elle génère du CO2. Donc ça, c'est un peu sa logique. Alors on passe au deuxième influenceur, Pablo Servigne, qui pourrait être qualifié en un mot de collapsologue, donc un spécialiste de l'effondrement. Il est également ingénieur, agronome lui, docteur en biologie, il a fait une thèse sur les fourmis, conférencier, auteur de best-sellers, comme par exemple Comment tout peut s'effondrer, publié en 2015 au Seuil, avec un co-auteur, Raphaël Stevens. Ces ouvrages préparent un avenir incertain par la solidarité, la permaculture et l'autonomie. Donc lui, il a un discours qui est un peu plus... Comment dire? C'est un peu un collapsologue positif. Hein, c'est pas la collapsologie fataliste. Hein, voilà, de toute façon, ça va arriver, autant s'y préparer. Avec un angle qui est très social. C'est-à-dire quels vont être les enjeux organisationnels des sociétés dans le futur qui sont soumises à ces nouvelles contraintes, et qu'est-ce qui est du domaine de l'acceptable, quelles sont les nouvelles organisations résilientes de sociétés qui pourront faire face à ces enjeux. C'est un peu ça son discours, avec un angle qui est lié à sa formation d'ingénieur agronome, hein, qui est plutôt lié à l'agriculture, hein, finalement, hein, à l'autosuffisance alimentaire. Il vit dans la Drôme et suit ses principes, les principes qu'il prône, qu'il prêche, ce qui est plutôt en sa faveur et plutôt rend crédible du coup son discours. Et il se définit comme un pessimiste actif. Quelques-unes de ses phrases choc. Le seul chemin, c'est d'ouvrir le cœur, même si ça fait mal. Ce petit chemin entre le tout va bien et le tout est foutu. On va en chier pendant des décennies, des siècles. Autant s'habituer, ça va durer longtemps. Voilà, je pense que ces 3 phrases résument très très bien le personnage. Troisième influenceur, Philippe Biwix. Lui, c'est le spécialiste des ressources. Il est également ingénieur, d'ailleurs les 4 sont ingénieurs. Il est diplômé de l'École centrale de Paris, actuellement directeur général de l'AREP, qui est une filiale de la SNCF. Il est spécialiste des ressources minérales et promoteur des low-tech. Il est vraiment extrêmement cultivé dans ces domaines-là, hein. Il a creusé ces questions-là en profondeur, on peut le qualifier de puits de science dans ces thématiques-là, hein. C'est vraiment impressionnant, l'épaisseur, la profondeur de son discours concernant ces thématiques-là. Et donc il milite pour la sobriété, la fin de l'obsolescence programmée, sachant que ces ressources-là s'épuisent, hein, pour les avoir étudiées en détail, et il s'est rendu compte, ce qui n'est pas un scoop, hein, qu'à un moment il n'y en aura plus et il va falloir faire sans. Et donc une des façons de faire sans, c'est d'économiser, donc éviter de jeter et réparer et être plus parcimonieux dans l'utilisation des ressources. Lui aussi, il est auteur de nombreux ouvrages, dont L'âge des low-tech, publié au Seuil en 2014. Vous voyez 2014 là? Retenez cette date. Et je pense que vous avez déjà vu la corrélation avec les effectifs du cours d'ingénierie durable. Je pense que c'est pas un hasard. Il est passionné d'histoire des sciences et technologie. Quelques-unes de ses phrases choquent. Je pense que ça va être extrêmement difficile de demander aux gens de se serrer la ceinture pour une logique de solidarité intergénérationnelle. S'il y a une solution, il faut qu'elle apporte un peu de bonheur, tout de suite. Alors la Startup Nation, moi je trouve ça tellement épuisant, cette logique de dire qu'on est dans l'innovation, l'innovation, l'innovation. Alors lui, clairement, il affiche sa couleur politique, là. Il est clairement pas Macron compatible en disant ça. Et effectivement, sobriété, fin de l'obsolescence programmée, décroissance, hein, en pointillé, en filigrane,
C'est pas du tout un discours de centre droit, hein, clairement. Et enfin, le boss de niveau, alors là je dis ça, c'est une boutade, hein, c'est pas du tout pour décrédibiliser son discours, hein, ce qui est totalement pertinent, mais c'est le discours, à mon avis, qui marque le plus les jeunes, parce qu'il est extrêmement disruptif, je veux dire, voire révolutionnaire, anti-système, donc ça parle énormément aux jeunes, hein, et très bien articulé, hein, et c'est quelqu'un qui a développé un argumentaire, une façon aussi une forme également, hein, de son discours qui est totalement novatrice, hein, donc c'est une voix qui apporte de la fraîcheur dans le paysage, dans le discours ambiant sur ces thématiques-là, mais c'est une voix extrêmement perturbante et dérangeante et déstabilisante potentiellement pour les jeunes. Aurélien Barraud peut être qualifié de philosophe de l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'il a à la fois un diplôme d'ingénieur, un doctorat en astrophysique et un doctorat en philosophie. Donc il est doublement docteur. Il est actuellement professeur à l'université Grenoble-Alpes, directeur du centre de physique théorique Grenoble-Alpes. C'est un collègue, c'est un enseignant-chercheur, il est professeur des universités. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement proche finalement de nous, enseignants-chercheurs, hein, et qui a encore des thésards, qui enseigne, qui suit des étudiants, donc qui en plus de son activité d'influenceur entre guillemets, hein, qui est quand même à mon avis assez chronophage, il a toute l'activité normale d'un enseignant-chercheur. Il milite activement pour la décroissance et un changement radical de société. Et son côté radical parle aux jeunes. Il est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'hypothèse K, qui est paru en 2023 chez Grasset. Il fustige dans ses ouvrages et aussi dans ses conférences, notamment, mais pas que, le technosolutionnisme. On va définir ce que c'est juste après. Quelques phrases choc d'Aurélien Barraud. Si vous pensez que les ingénieurs vont nous sauver, c'est que vous n'avez pas bien compris la nature du péril. Il a déclaré ça à Centrale Supélec, devant un amphithéâtre plein à craquer d'étudiants ingénieurs, en novembre 2023. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume cravate, est ultra violent. Nous sommes en train d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes. Un tout autre monde, sevré de nos addictions pernicieuses et de nos prédations nécrophiles, ne relèverait peut-être ni de l'effort, ni de l'ascèse, mais de la jouissance assumée d'une puissance réinvestie. Discours au Parlement européen en mai 2023. Quand je vous disais qu'ils étaient influents. Alors, quelle est l'influence des influenceurs sur nos élèves ? Alors je vous ai mis ici un tableau, une des versions du cri d'Edward Munch. Bon, là aussi c'est un peu caricatural, c'est pas exactement ça, quoique il y en a un certain nombre, peut-être les plus sensibles, en écoutant un discours d'Aurélien Barraud, pourraient avoir ce genre de réaction. Hein, parce que c'est quand même des discours très forts, avec des mots très très forts. Hein. Donc c'est un discours qui est souvent indiscutable sur le fond. Soyons clairs, c'est pas le fond qui est problématique dans ces discours, c'est parfois la forme. Là, je pense que ça n'a échappé à personne que la forme, par exemple, de Jancovici, parfois, est quand même assez critiquable, hein, pour le moins. Et pour ce qui concerne Aurélien Barraud, c'est des choix de mots volontairement avec le curseur poussé aux extrêmes, hein, et qui entretiennent quand même un climat assez anxiogène. Alors il y a quand même des propositions, ils constatent, c'est essentiellement un constat qu'ils font, hein, et il y a assez peu de propositions.
hein. Et voilà, on pourrait le dire des quatre. Peut-être celui qui fait le plus de propositions, c'est encore Jancovici, qui a son cheval de bataille du nucléaire, qui est sa solution technique, hein. Donc le nucléaire pour sauver le climat, la décroissance, ça c'est plutôt Biwix, les low-tech pour gérer la pénurie, ça c'est aussi Biwix, sobriété pour résister à l'effondrement, ça c'est Pablo Servigne, et puis Aurélien Barraud, sa solution c'est la poésie et la résistance fractale pour changer le monde. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste? Essentiellement le constat, et un constat qui est assez sombre, hein, globalement. Et ce qui est vraiment particulier dans le discours d'Aurélien Barraud, c'est son côté anti-techno-solutionnisme, avec une culpabilisation des ingénieurs, clairement. Vous n'êtes pas la solution, globalement, vous êtes le problème, a déclaré Aurélien Barraud devant un parterre rempli d'ingénieurs de Supélec en 2023, lors d'une conférence dans cette même école. Ce fameux technosolutionnisme, qu'est-ce que c'est? Pour nous, les scientifiques, les ingénieurs, pour tous ceux qui ont une culture technique, où on en fait leur métier, c'est clairement un biais cognitif. Notre travail consiste en fait à trouver des solutions dans notre domaine de compétences, et notre domaine de compétences, c'est la technique. Donc on est biaisé, hein. Quand on voit un problème quelque part, on réfléchit dans son domaine d'expertise, et on se dit il y a forcément une solution technique. Et le technosolutionnisme, c'est un terme péjoratif qui désigne ce biais finalement, cette tendance à vouloir absolument toujours trouver une solution technique, même lorsque manifestement la solution technique est aberrante. Et il y a un constat, une phrase qui pourrait résumer le côté aberrant pour certaines problématiques du technosolutionnisme, c'est cette question-là. Comment la technologie pourrait-elle résoudre seule, tout est dans le seul, un problème qu'elle a largement contribué à créer. En effet, tous les problèmes environnementaux actuellement sont quelque part toujours liés à un progrès technique. La technique, c'est grâce à la technique qu'on a maîtrisé l'énergie, c'est grâce à la technique qu'on peut avoir des esclaves techniques, des esclaves technologiques qui vont consommer beaucoup plus que notre énergie musculaire, hein, et qui sont à notre service. Mais cette énergie, elle ne vient pas ex nihilo. Elle vient essentiellement actuellement des énergies fossiles. Et donc à chaque fois qu'on fait appel à ce genre de dispositif technique, qu'elle soit électrique ou un véhicule thermique, ou même des véhicules électriques dans un pays où l'électricité est essentiellement fournie par des moyens fossiles, hein, par des énergies fossiles, clairement, à chaque fois qu'on utilise ces dispositifs techniques, on aggrave le problème. Donc comment est-ce que la technologie pourrait résoudre un problème qu'elle a elle-même créé? C'est là où même les scientifiques, même les technologues se rendent compte que oui, il y a sans doute un problème, hein, à raisonner de façon purement technique. Et le technosolutionnisme est appuyé, confirmé par ce qu'on appelle un effet rebond. Alors ça, ça n'a pas été démontré par des scientifiques des sciences dures, ça a été démontré par des économistes, et ça date pas d'hier, hein. On a constaté ce phénomène, on le constatait déjà au XIXe siècle, hein. Et qui veut que le gain d'efficacité dû au progrès technique, parce que le progrès technique vise toujours à améliorer les choses, et améliorer les choses, c'est souvent réduire le coût, et réduire le coût, c'est souvent réduire la consommation d'énergie. Et on s'est rendu compte, en soi c'est bien, hein, on réduit la consommation des véhicules, très bien, mais on se rend compte que derrière, les gens en achètent plus parce que ça coûte moins cher.
Et le fait qu'ils en achètent plus réduit finalement le gain d'efficacité globalement, hein, voire l'annule, voire l'inverse. C'est-à-dire que, ok, la voiture consomme 2 fois moins, mais on en aura 4 fois plus. C'est ça l'effet rebond. Et c'est démontré, et ça marche pour tout, et c'est une vraie fatalité. Quand on regarde, quand on s'y intéresse, j'ai essayé de trouver des contre-exemples, honnêtement, j'en ai pas trouvé. Par exemple, avec les véhicules hybrides et électriques, il a été démontré que le consommateur s'autorise à rouler davantage, au prétexte que la voiture est moins polluante. Donc il y a aussi un côté psychologique, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement avoir des scrupules à utiliser sa voiture à tort et à travers, a fortiori si elle consomme beaucoup. Hein. Et donc quand on s'achète un électrique, on se dit, ben non, voilà, je vais plus polluer la planète, donc je peux l'utiliser à fond. Et donc, quelque part, on va complètement annuler les économies liées au gain d'efficacité. Donc, le technosolutionnisme est une menace existentielle pour un cours tel qu'ingénierie durable, qui propose des solutions, une boîte à outils techniques pour réaliser la transition énergétique. Donc là, clairement, si on n'utilise que ça, on ne va pas y arriver. Et ce qui peut aussi expliquer le désintérêt des étudiants pour cette matière, parce que c'est quand même des idées qui sont disséminées, disons, dans le discours ambiant, moyen, hein, pas seulement parmi les spécialistes. Et c'est disséminé dans les médias mainstream. Et donc, potentiellement, oui, ça peut influencer les nouvelles générations d'étudiants qui se disent bah, tel cours, ça ne sert à rien de toute façon, et ça peut aussi expliquer leur fatalisme. C'est vraiment une menace. Hein. Donc là, on peut se dire aussi en tant qu'enseignant, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut continuer tout simplement à former des ingénieurs ? Je veux dire, si on pousse, si on extrapole cette logique un cran plus loin, on pourrait se demander quel est le sens encore de nos métiers. Les étudiants n'ont pas attendu pour réagir, sont toujours un peu plus proactifs lorsqu'il s'agit de créer des disruptions par rapport à leurs aînés, de révolutionner le monde, de changer le monde. Donc c'est ce qui est plutôt salutaire et plutôt un signe très encourageant, mais dans ce cas-là, ça conduit quand même à des prises de position, voire des actions, voire des décisions qui sont extrêmement radicales et qui parfois sont irréversibles. Par exemple, à Polytechnique, des diplômés s'insurgent contre le technosolutionnisme climatique, l'usine nouvelle en 2022. Donc ça, c'est lors de discours de fin d'année, avec des prises de position très radicales, contre Total, par exemple, qui est un des mécènes de Polytechnique. Appel à déserter, amorcer un virage radical. Les cérémonies de remise des diplômes sont devenues des tribunes politiques investies par les étudiants, Politis, toujours en 2022. Le directeur d'AgroParisTech répond aux 8 étudiants déserteurs, ne soyez pas fatalistes, les Échos, toujours en 2022. Donc la désertion, c'est des étudiants qui ont leur diplôme d'ingénieur en poche et qui décident de ne rien en faire, c'est-à-dire de complètement bifurquer, déserter et mettre leur connaissance, leur énergie au service de projets souvent humanitaires qui leur tiennent à cœur. Ne pas suivre la voie toute tracée vers laquelle les études d'ingénieurs les conduisaient. Déserter et bifurquer, la technique seule ne répond pas aux crises. Climat Libé Tour Lyon, reportage, écologie chez les jeunes ingénieurs, l'envie de claquer la porte ou lutter de l'intérieur. Il y a aussi, il y en a certains qui veulent lutter de l'intérieur. Donc effectivement, moi j'ai eu un doctorant comme ça, qui a terminé sa thèse, mais qui était un peu anarchiste, et qui avait pour projet de vie de lutter contre le système de l'intérieur. C'est-à-dire son objectif c'était de décrocher le travail le plus influent possible dans le système de manière à le disrupter de l'intérieur. C'est l'autre posture.
Et enfin, témoignage AgroParisTech, mine HEC, que sont devenus les déserteurs des grandes écoles. Alors là, c'est une rétrospective 1 an plus tard, hein, donc c'est un phénomène qui a vraiment démarré en 2022, et 2022, ça correspond aussi à l'année où le discours d'Aurélien Barraud s'est diffusé de façon virale dans les médias. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet effet rebond qui est finalement au cœur du problème et qui est le poison mortel pour l'ingénieur finalement, hein. Donc, il est indéniable, hein, il existe, ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus, hein, c'est clair, il y a des générations d'économistes qui sont penchés sur la question, et c'est clair, c'est établi, il faut regarder les choses en face. Mais cet effet rebond, il est probablement lié au système économique actuel, hein, qui veut que produire mieux, actuellement, c'est produire plus et consommer plus. Et c'est mesuré par un indicateur, qui est le PIB, la croissance du PIB, et la croissance du PIB est extrêmement corrélée avec la consommation d'énergie. Quand la croissance augmente, même si certains prônent une croissance verte décorrélée de l'énergie et des externalités négatives, mais ça c'est du greenwashing, hein, économique, hein. On n'a jamais démontré que ça fonctionnait. Donc le problème, c'est peut-être le PIB. Hein, Alors, est-ce que le PIB, c'est une cause ou un effet? C'est pas clair. Hein. Pour le moment, c'est juste des pistes de réflexion. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire que les choses sont parfaitement stables à ce niveau-là, hein, et clairement définies. Hein. Mais en tout cas, mesurer une croissance avec un PIB, hein, c'est peut-être pas la meilleure chose si on veut consommer moins, si on veut réduire l'empreinte carbone, si on veut réduire l'impact environnemental. On pourra avoir un indicateur. Les économistes sont penchés sur la question, où produire mieux, c'est produire moins, et consommer moins, mais peut-être être plus heureux, hein, avoir une vie plus épanouie, avec plus de part pour les activités personnelles, la culture, la famille, etc. Voilà, c'est une autre façon, ça serait une autre façon de mesurer la croissance, c'est pas la façon standard, mais pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est idéaliste? Ben, peut-être. Alors, pour y arriver, hein, à cet autre indicateur de progrès, finalement, il faudrait sans doute des politiques publiques plus incitatives et volontaristes. Il faudrait aussi un changement des comportements, parce que l'effet rebond, c'est aussi quelque part nous, le consommateur. Hein, et donc, si on a à disposition des produits qu'on convoite, qui sont mieux que la génération précédente, il faut aussi quelque part que culturellement ça soit moins valorisé, qu'il y ait moins d'incitation par le marketing. Hein. Le marketing, c'est le moteur, finalement, le catalyseur du PIB, le marketing, hein. La publicité, tout ça. Il faudrait peut-être que l'état d'esprit change, hein, que ce qui soit valorisé, par exemple, c'est garder un ordinateur 7 ans, garder un smartphone 5 ans, hein, ce qui n'est pas du tout valorisé actuellement. Entre parenthèses, hein, ce que valorise le marketing, c'est changer le plus rapidement possible tous ces gadgets de façon totalement inutile. L'éducation, là, joue un rôle, évidemment, et nous, on est aux premières loges. Et puis, il y a aussi peut-être une part d'ingénierie, parce que dans un système différent où le progrès, ce n'est plus consommer plus et produire plus, il y aurait un vrai intérêt à réparer, par exemple, les systèmes, à faire des systèmes plus low cost, pas forcément revenir au 19e siècle, mais avoir les mêmes fonctionnalités dans les systèmes, mais de façon un peu plus peut-être basique et simple, réfléchir à la simplicité des systèmes, à les rendre plus simples, sans doute plus efficaces, mais sans avoir l'effet rebond, qui est peut-être dû au PIB, à la course au PIB. Peut-être c'est purement psychologique. Hein.
Peut-être c'est juste l'humain qui est comme ça. Hein. Et que le PIB, c'est juste une mesure de comment... On ne sait pas. Enfin, c'est pas clair. Hein. Mais en tout cas, ça mérite d'être essayé. Et les mentalités, peut-être, sont en train de changer. Et notamment, ça, on l'observe chez les jeunes, hein, une tendance à l'économie, à la réparation, à faire durer les ordinateurs plus longtemps. Pas chez tous, évidemment, mais moi, je le vois chez les ingénieurs. Donc, il y a peut-être une tendance, là. Et là, l'ingénierie a son mot à dire. Donc, si vous voulez, le rouage dans la société ingénierie, on peut l'utiliser pour faire de la croissance, ou alors on peut l'utiliser pour faire du low-tech, ou du réparable, ou du frugal. Hein. Parce que c'est compliqué finalement, hein, et ça demande des compétences pointues en sciences et technologies de faire des systèmes simples. Faire simple, c'est compliqué. Pour les enseignants, clairement, il faut avoir un discours qui est prêt, hein, parce qu'il faut avoir réfléchi à la question, hein, parce que c'est extrêmement déstabilisant. Hein, ces questions-là touchent à l'essence même de notre métier. Et si on n'a pas réfléchi à la question, on peut être très rapidement déstabilisé, démuni, et bousculé dans ses certitudes les plus fondamentales. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser ça de côté. Hein. On peut difficilement, et ça deviendra de plus en plus pressant. Hein. Et c'est un problème qui est extrêmement transversal, donc qui sort largement de notre précaré technologique. C'est un problème politique, économique, réglementaire, et également une petite fraction scientifique et technologique. Mais il faut vraiment s'intéresser au cadre général, donc sortir de son cadre restreint des sciences et des technologies. Clairement, on ne peut pas être spécialiste de tout, personne ne peut être spécialiste de tout. Donc nous, on est spécialistes des sciences et technologies, mais il faut qu'on s'intéresse au reste sans en devenir des spécialistes, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement, hein, pas les moyens matériels, mais il faut s'y intéresser tout de même. C'est un problème qui est ouvert. Pour le moment, clairement, personne n'a la solution. Il n'y a aucun influenceur qui a une roadmap actuellement, qui a une feuille de route. C'est vraiment des pistes en l'air, pas du tout crédibles, surtout dans le cas d'Aurélien Barraud. D'ailleurs, ça lui est fréquemment reproché. Hein. C'est bien beau tout ce que vous dites là, on est d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, si on n'a pas le « qu'est-ce qu'on fait », ça crée de la démotivation, ça crée du fatalisme. Et ce qui peut expliquer aussi la désertion, la bifurcation de nos étudiants, voire la désertion du cours d'ingénierie durable. Il faut renforcer donc la culture générale, notre culture générale, en sortant de notre bulle de confort scientifique, et se méfier des dogmes. On a tendance toujours à avoir des idées un peu préconçues. Il faut en sortir, il faut être ouvert, clairement, ouvert à tout, même à des choses qui peut-être sont pas de notre bord politique, ou alors qui heurtent nos convictions profondes. Parce que là, on est face à un problème important, on n'a pas de solution, qui est transversal, on a besoin de tout le monde, donc il faut écouter, s'écouter les uns et les autres. Et à destination des étudiants, je pense qu'il faut absolument éviter les discours culpabilisants et anxiogènes. Alors ça, c'est un point de vue personnel. Donc je pense que vous aurez compris que ça, essentiellement, ça s'adresse au discours, enfin c'est mon ressenti par rapport au discours d'Aurélien Barraud, également celui de mon collègue, et je pense que d'autres collègues partagent ce point de vue. Il est allé trop loin. Hein, clairement, culpabiliser les ingénieurs, c'est pas du tout constructif. Je veux dire, ok, peut-être qu'il a raison, mais ça sert à quoi de les culpabiliser, sinon de les démotiver et finalement de se priver d'une partie de la solution, parce que clairement les jeunes vont être aux premières loges pour trouver une solution. Donc faisons-leur confiance. Ok, il faut les sensibiliser au problème, mais le technosolutionnisme est un point important qu'il faut qu'ils connaissent, qu'ils aient en tête. Mais de dire que les ingénieurs, c'est le problème, pas la solution, je pense que c'est aller trop loin, clairement.
Il faut apprendre aux jeunes à échapper au piège de la désinformation. C'est tellement facile de tomber dans ce piège-là actuellement, avec les réseaux sociaux et son effet caisse de résonance. Donc ça, dans le cours d'ingénierie durable, on leur apprend à filtrer les sources, à sélectionner les sources fiables d'informations, à croiser les informations. C'est une pierre angulaire de la construction finalement de leur discours et de leur argumentaire que d'appuyer ça sur des bases solides. Il y a tout qui fait s'effondre. Il faut absolument qu'ils aient les bons réflexes pour se construire leur opinion. Et il faut donc aussi stimuler leur esprit critique, et donc au travers de débats. On en fait souvent là dans le cours d'ingénierie durable, et c'est extrêmement intéressant, et ça permet à certains peut-être de revoir des positions peut-être un peu trop tranchées, mais un peu trop parfois complotistes. Les encourager à se tenir au courant des actualités, ça on a remarqué, l'étudiant moyen s'informe très très peu, c'est vraiment un problème. Donc là il faut le faire pour eux, peut-être en commençant le cours avec un sujet d'actualité en lien avec le cours, surtout des cours tels qu'ingénierie durable, ou ce genre de cours s'y prêtent particulièrement parce qu'ils sont transversaux. Et il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article qui traite de ces sujets dans les médias sérieux, entre guillemets, enfin les médias fiables. Donc il faut les encourager à se cultiver et à s'intéresser à d'autres domaines que les sciences, un peu comme nous. La macroéconomie, alors ça c'est fondamental. Moi, il y a une question que je leur pose souvent, comment est créée la monnaie? Et donc là c'est le début d'un fil qu'on peut tirer et qui est très très long, et qui permet de comprendre dans quel système on vit, et quel est le sens, la signification de l'argent qui est le liant finalement entre nous tous, et qui est au cœur finalement du système. La logique de l'argent finalement, de la monnaie, est intimement liée à la logique du PIB, au système financier global, à la politique également. Il y a trop peu d'ingénieurs qui se lancent dans la politique. Voilà les conseils qu'on prodigue à nos étudiants au fil de ces 15 années là, de ce cours, et qu'on va continuer. Mais on assiste un peu impuissant à la baisse des effectifs, et je pense que c'est essentiellement dû à des causes externes. Et j'espère qu'à un moment, il va y avoir un retour de balancier où ces discours un peu extrêmes, un peu clivants, un peu brutaux parfois, seront nuancés par d'autres points de vue. Donc en résumé, on a besoin des ingénieurs, ils ne sont pas le problème, mais une partie de la solution. Ils ne sont pas la solution, ils sont une partie de cette solution. On a besoin d'ingénieurs engagés, donc qui ont conscience de ces problématiques, et donc qui réfléchissent en dehors de leur cadre, et qui ont une culture générale un peu plus large, ça c'est très important, qui s'étend notamment aux enjeux écologiques. Et on a besoin d'une éducation de qualité accessible à tous, de manière à ce que nos jeunes puissent se forger une façon de penser, une culture d'abord, une façon de penser aussi, une façon d'aborder le monde, et avec un esprit critique, toujours. Et c'est un ingrédient essentiel du changement. Et une dernière étude du Monde, en novembre 2024, montrait d'ailleurs que les nouvelles générations sont de plus en plus climato-sceptiques. Donc le climato-scepticisme, qui est, selon moi, une forme de désinformation, clairement, une forme peut-être même de complotisme, est en train de s'insinuer finalement dans les nouvelles générations. Et cette statistique-là le montre très clairement. Donc chez les 25-34 ans, on a le taux le plus faible de climato-scepticisme, et pour la nouvelle génération 18-24, ça remonte à 25%, ce qui est équivalent au climato-scepticisme des 50-64 ans. Ça, c'est un signal qui interpelle. Et donc l'antidote contre ça, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est notre métier finalement. Voilà, donc après ces belles paroles, donc je vous mets également les liens, vous aurez le PDF que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo.
Et dans ce PDF, il y aura tous ces liens cliquables qui indiquent en fait les principales vidéos importantes des 4 personnalités que j'ai citées dans cette présentation, et vous pourrez vous faire une idée précise de leur discours. Donc j'ai mis des timestamps qui correspondent exactement aux déclarations que je citais dans mes slides, mais vous pourrez revenir au début pour avoir un... Évidemment, c'est parfois... Bon, j'ai essayé que ça soit le moins hors contexte possible, quand même, mais bon, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir l'ensemble du fil, le cheminement du discours des personnes pour se faire une idée précise. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Salut!